Au milieu d'un désert chaud et humide se trouve Ayn, un enfant de Twiggy né avec la compétence la plus faible de toutes avec un seul objectif, vaincre le monstre à la peau plus dure que la pierre. Pendant des milliers d'années, les guerriers ont été traités comme des jouets. Tout le monde court dans la peur, mais pas l'un. Il tient bon avec son nouveau pouvoir et sa compétence la plus puissante, les yeux divins. Pour la première fois depuis des siècles, quelqu'un ose dire qu'il peut le battre. Le dragon trouve cela hilarant. Il est né le plus fort et a toujours vécu ainsi. Mais alors Ayn franchit la ligne. Il insulte le créateur du géant, le seigneur démon. Le dragon claque. Furieux, il lance une tempête de projectiles, mais Ayn les esquive tous. Le géant rit en le traitant de lâche et claque le désert autour de lui. Ayn utilise le chaos pour charger et coupe la main du dragon. Mais Ayn n'a pas toujours été comme ça. Il était laid, faible et misérable, se demandant constamment pourquoi il existait. Intimidé par tout le monde pour avoir la compétence la plus faible, l'évaluation, il s'est une fois détaché du bord d'une falaise. Maintenant, tout a changé. Ayn est suffisamment confiant et audacieux pour se moquer de la défense incassable du géant. En colère, le dragon plonge dans le sable et commence à tourner sous l'un, rendant impossible de prédire quand il frappera. Soudain, il éclate, projetant Ayn dans les airs et l'engloutissant tout entier. Mais c'est exactement ce que voulait Ayn. Dans la gueule du dragon, il déclenche un énorme sort, transformant le monstre invincible en minuscules morceaux de viande. Plus tôt, lorsque le dragon était entré sous terre, Ayn avait secrètement lancé un sort d'illusion et s'était protégé avec une barrière magique avant l'explosion. Alors que les morceaux de dragon disparaissent, une voix crie. C'est Ursula qui dit à Ayn de vérifier les nouvelles compétences qu'il a absorbées du dragon. Ayn revient, seulement pour être convoqué par le roi lui-même. Le roi le remercie personnellement d'avoir protégé le royaume. En regardant Ayn dans les yeux, il voit quelque chose de rare. Il pense qu'Ayn deviendra quelqu'un de vraiment formidable. En récompense, le roi lui offre une montre royale gravée, lui accordant le libre passage à travers toutes les terres sans restriction. Cette nuit-là, Ayn fait un rêve étrange. Il se revoit lorsqu'il a été victime d'intimidation par son ancien groupe d'aventuriers. Son travail à l'époque était simple, évaluer les monstres, les massacrer et transporter le butin. Mais quelque chose attire son attention. Même s'il était maltraité, sous-payé et insulté, son ancien moi souriait toujours. Quoi qu'il en soit, il sourit. L'objectif actuel ne supporte pas cette faiblesse. Mais alors quelque chose change. Il regarde son ancien moi être abandonné et mangé par des monstres. Soudain, le corps sans vie tourne la tête et parle. Il appelle un chanceux d'avoir survécu, mais il le traite également de déchet, de détenteur de classe sans valeur qui ne s'en est sorti que grâce à l'œil spirituel. Ayn se réveille avec des sueurs froides. Ensuite, c'est le chaos. Un monstre attaque la ville, jetant les gens comme des poupées. Il attrape une fille elfe. Ayn se précipite, tranche avec son épée et la sauve. Il utilise l'évaluation. C'est une chimère, un humain transformé en monstre. Ils se battent. Et il lance une barrière pour bloquer ses attaques, mais la chimère la brise facilement. Ensuite, il dit quelque chose qui étourdit Ayn, la récupératrice d'ordures. Ayn se fige. Cette voix, il la connaît. C'est Zoïd. Avant qu'Ayn ne puisse réagir, Zoïd charge à nouveau. Il crie que lui aussi a reçu la bénédiction d'un esprit et qu'il a évolué comme Ayn. Ayn esquive, mais il hésite. Il n'a jamais tué un humain auparavant. Zoïd se moque de lui, disant qu'il fait juste semblant d'être un héros, se cachant derrière son pouvoir. Ayn le nie, mais les mots de son rêve résonnent dans sa tête. L'ancienne version de lui-même, Dark Ayn, murmure depuis l'ombre, le tentant, lui disant de céder, d'embrasser l'obscurité et enfin d'arrêter d'être humilié. Dark Ayn le force à se souvenir. Les cachots, la douleur, l'humiliation. Il se revoit suivant Zoïd et sa petite amie alors qu'ils éliminaient les monstres. Ayn ne s'est jamais battu. Son travail était toujours le même. Nettoyer, expertiser les cadavres, transporter le butin. Il l'appelait le ramasseur d'ordures. C'était tout ce qu'il était pour eux. Né avec une seule compétence, l'évaluation, Ayn pouvait identifier n'importe quoi rien qu'en le regardant. Mais à leurs yeux, cela le rendait inutile. Un porteur ambulant, une blague. Zoïd lui jetait un rat mort et aboyait, l'évaluait, puis le dépeçait. Quand Ayn a demandé de l'aide, Zoïd l'a repoussé comme un déchet, s'est moqué de lui et lui a dit de se taire et de faire son travail. Ayn s'est excusé à chaque fois et a continué. Parce qu'au fond, il croyait que c'était la seule manière de survivre. La seule chose pour laquelle il était bon. La version sombre de Chimera et Yen continue d'insister sur le fait qu'il n'est pas différent d'eux. Une personne qui fera tout pour survivre. Ayn a du mal à comprendre leurs paroles. La pression devient trop forte.
Son esprit commence à revenir au donjon où tout a commencé. Hein se souvient du moment où ils ont été coincés par des chiens de l'enfer au plus profond du donjon. Zoid a dit à sa petite amie de jeter un sort de paralysie sur Hein. Une fois que Hein s'est effondré, Zoid lui a marché dessus et a crié après les bêtes, l'utilisant comme appât pendant que les deux s'enfuyaient. Les chiens de l'enfer n'ont pas hésité. Ils l'ont précipité en lui mordant les bras et les jambes. La paralysie s'est dissipée juste à temps. Hein a attrapé un rocher à proximité pour les affronter et a lancé son sac à dos pour les distraire suffisamment longtemps pour s'échapper. Mais lorsqu'il arriva à la sortie, il le vit. Zoid et sa petite amie avaient scellé le chemin derrière eux. Paniqué, Hein repéra un couloir étroit à côté du chemin bloqué et l'emprunta. Cela a conduit à une impasse. Désormais piégé, Hein réalisa qu'il n'avait que deux choix. Retourner vous faire manger ou sauter de la falaise derrière lui et risquer la mort. Alors qu'il se tenait là, il s'en voulait. Il croyait que cela s'était produit parce qu'il était né avec une classe et une évaluation sans valeur. Il avait tenté d'échapper à son destin pathétique en devenant aventurier, mais personne ne l'avait jamais pris au sérieux. Il a été moqué, ignoré et abandonné. Il a admis qu'il n'avait jamais vraiment essayé de changer et qu'il avait plutôt accepté les limites que les autres lui imposaient. N'ayant pas d'autre choix, Hein s'avança vers le bord. Ce qu'il ressentait, il réfléchissait à la raison pour laquelle il était né, à ce que signifiait sa vie, et à quel point tout cela avait été inutile. Puis, juste avant de toucher le sol, Hein revint à la réalité. Zoid continue de se moquer d'Hein, déformant ses pensées et interrompant sa concentration. Les mots commencent à lui troubler l'esprit. Ensuite, la fille elfe Hein a sauvé les pas en avant. Elle se tient devant lui pour le défendre. Elle dit qu'il n'est pas comme eux. Il ne garde pas rancune. Une autre fille apparaît à côté d'elle. Elle dit qu'Ain a changé, non seulement en force mais aussi en cœur. Elle explique qu'il est fort parce qu'il n'a jamais utilisé son pouvoir pour blesser quelqu'un de plus faible que lui. Darkhain essaie d'argumenter, poussant toujours l'idée qu'il n'est pas différent de Zoid. Mais la première fille sourit. Elle dit que rencontrer Hein a changé son destin. Ces mots brisent quelque chose en lui. Hein se met à pleurer. Il demande s'il est vraiment devenu fort. Les deux filles acquiescent. Zoid regarde et se met en colère. Agacé par ce qu'il appelle un discours doux, il insiste sur le fait que Hein n'est toujours qu'un ver sans valeur, pas différent de lui. Dark Hein est d'accord, mais la vraie Hein commence à parler. Il admet qu'il a toujours pensé que le monde était brisé, où la valeur de chacun reposait uniquement sur ses compétences. Il croyait aussi en ce système. Il pensait que les filles le rendaient fort, mais maintenant il voit qu'elles ont choisi de croire en lui, même s'il ne croyait pas en lui-même. À ce moment-là, Hein fait un choix. Son corps commence à briller. La magie le traverse. Il déclare qu'il deviendra la personne en qui les filles ont toujours cru. Zoid est confus par la soudaine surtension d'Ain. L'une des filles explique qu'Ain utilise maintenant 100% de sa puissance spirituelle pour la première fois. Zoid ne l'accepte pas. Il charge en avant, mais Hein se déplace plus vite, frappant Zoid avec son coude et le jetant au sol. Zoid tente de contrer, mais son attaque est stoppée par la barrière d'Ain. Choqué, Zoid ne comprend pas pourquoi le bouclier ne s'est pas brisé comme avant. La fille lui dit la vérité. Il n'utilise que 10% de sa puissance spirituelle. Hein utilise tout le sien. Frustré, Zoid crie à son créateur de lui donner plus de pouvoir. Son corps commence à muter. Les pointes grossissent dans son dos. Sa forme devient encore plus monstrueuse. Il prétend qu'il est désormais le plus fort et charge. Hein invoque son épée. Sans hésitation, il utilise son pouvoir spirituel pour purger l'influence de la chimère de Zoid, le forçant à reprendre sa forme humaine. Zoid s'effondre, confus. Il ne comprend pas pourquoi Hein l'aiderait, même maintenant. Hein sourit en disant que la force n'est pas nécessaire pour aider les autres. Il dit qu'il a été capable de changer et pense que Zoid le peut aussi. Zoid baisse la tête, sa voix tremble. Il tend la main et prend la main d'Ain. Les gardes arrivent et emmènent Zoid. En partant, Hein commence à se demander si quelqu'un avait donné le pouvoir spirituel à Zoid en profitant de son cœur faible. Il commence à réfléchir au passé au moment où Zoid l'a laissé derrière lui. Après avoir sauté de la falaise, Hein atterrit au fond du donjon. La zone était étrange, complètement différente des niveaux supérieurs. Un arbre massif se dressait au milieu et de l'eau claire coulait autour de lui. Il a été grièvement blessé lors de la chute. Mais avant de perdre connaissance, l'elfe qui l'avait sauvé plus tôt apparut à côté de lui et l'embrassa doucement sur le front. Quelques minutes plus tard, Hein se réveilla. À sa grande surprise, toutes ses blessures étaient guéries. Il a immédiatement utilisé l'évaluation de l'eau et a découvert qu'il s'agissait d'un objet de rang S, de l'eau de l'arbre du monde, capable de guérir n'importe quelle blessure ou maladie. Choqué, il utilisa son talent sur l'arbre lui-même.
Cela a confirmé ses soupçons. C'était un arbre du monde, la source légendaire de tous les pouvoirs magiques du monde. Il remercia silencieusement l'arbre de l'avoir sauvé et prit un moment pour décider quoi faire ensuite. Il a remarqué quelque chose d'inhabituel. Il n'y avait aucun monstre dans la région. Tout le donjon inférieur était silencieux. Après un certain temps, il trouva une grande porte. Il pensait que cela pourrait conduire à une sortie. Sans arme à proximité, Hein a ramassé une pierre au cas où il aurait besoin de se défendre. Tout en marchant, il restait surpris par l'absence persistante de monstres. Mais soudain, son oreille fut frappée par une vive douleur. Il trébucha et vit son oreille posée sur le sol. En l'atteignant, 2 de ses doigts tombèrent également. Paniqué, il scruta la zone et repéra un côté à proximité. En utilisant son évaluation, il l'identifia comme un monstre de rang S. C'était une créature connue pour jouer avec ses proies. Le monstre lui sauta soudainement dessus et commença à le découper en morceaux. Hein a essayé de ramper, mais le monstre s'est préparé à l'achever. Juste avant de pouvoir frapper à nouveau, la créature se figea et commença à paniquer. Hein s'est retourné et a vu qu'il était écrasé au sol. Il a utilisé l'évaluation une fois de plus. Debout là se trouvait un énorme ours mortel, un prédateur de rang S. Il avait l'air furieux. En un instant, l'ours passa ses griffes sur le visage d'In. Incapable de voir, Hein essaya à nouveau de ramper, mais l'ours l'attrapa et commença à le serrer. Hein croyait que ce serait son dernier souffle, mais la tête de l'ours fut soudainement séparée de son corps. Hein s'est évanoui d'épuisement. Quand il se réveilla, il était de retour dans la chambre des arbres du monde. Toutes ses blessures avaient disparu. Son œil et son oreille ont été entièrement restaurés. Alors qu'il s'asseyait, il vit une belle elfe assise tranquillement devant lui. Pendant un instant, il resta sans voix. Une autre fille apparaît et commence immédiatement à se plaindre. Avant de pouvoir en dire plus, la tranquille elfe sort une tasse de thé et la tend à Hein. Hein essaie de demander qui ils sont, mais l'autre fille le force à boire le thé sans explication. Une fois qu'il a fini, il demande si ce sont eux qui l'ont sauvé. La jeune fille qui se plaint répond la première, grossièrement. Elle dit qu'elle n'a jamais voulu le sauver, mais le plus discret, nommé Yuri, l'a supplié de le faire. Hein remercie Yuri, mais avant qu'il ne puisse en dire plus, l'autre fille commence à le frapper pour avoir flirté avec sa fille. Hein est confus et demande des éclaircissements. La femme se présente comme Ursula, la gardienne de l'arbre du monde. Elle explique qu'il existe 9 arbres du monde répartis à travers le monde, chacun avec son propre gardien. Dans ce cas, elle veille sur Yuri depuis qu'elle s'est installée ici. Hein est surpris de penser que Yuri était humain. Ursula explique que Yuri n'est pas humain. Elle est l'esprit de l'arbre du monde. Hein s'approche de Yuri et pense silencieusement que sa beauté a désormais un sens. Mais Ursula l'interrompt, le frappe à nouveau et lui demande de lui rendre son œil. Hein est confus jusqu'à ce qu'il se souvienne de l'ours mortel qui l'a blessé plus tôt. Ursula explique que pour le guérir, ils ont utilisé des gouttelettes de l'arbre du monde. Depuis que son œil a été détruit, ils ont créé une prothèse d'œil spirituel en utilisant le pouvoir de l'arbre. Hein ne comprend pas pourquoi Yuri voulait autant l'aider. Ursula dit que c'est parce que lorsqu'il est tombé et a vu l'arbre pour la première fois, il l'a remercié. La plupart des gens qui tombent dans cet abîme caché finissent par blesser la forme de l'arbre de Yuri, arrachant des feuilles ou cassant des branches une fois qu'ils réalisent qu'elle est l'arbre du monde. Hein a été la seule à la remercier sincèrement et à partir paisiblement. En entendant cela, Hein remercie à nouveau sincèrement Yuri de l'avoir sauvé une seconde fois et essaie de lui montrer sa gratitude. Ursula lui dit de se dépêcher et de partir, mais Yuri commence à pleurer. Elle sait qu'Ain ne survivra pas s'il part tel qu'il est maintenant. N'ayant pas le choix, Ursula accepte d'entraîner Hein jusqu'à ce qu'il devienne suffisamment fort pour survivre contre des monstres de rang S. Avant de commencer, Ursula prévient qu'elle n'acceptera pas de faibles efforts. Im promet de donner tout ce qu'il a. La formation commence immédiatement. Ursula le lance dans la bataille contre un monstre de rang S. L'objectif est qu'Ain utilise son nouvel œil spirituel avec évaluation pour apprendre à esquiver sous une pression extrême. Il réalise que c'est sa chance. S'il est blessé, Ursula peut le guérir et il peut utiliser cette expérience pour faire de l'évaluation une seconde nature. Après une semaine de combat non-stop, il apprend à suivre avec précision les mouvements de son adversaire. Mais Ursula dit que ce n'est pas suffisant. Elle lui dit qu'il doit maintenant vaincre le monstre de rang S en utilisant uniquement une épée en bois fabriquée à partir de l'arbre du monde. Hein pense que ce sera facile, mais se rend vite compte que même s'il peut voir les mouvements de l'ennemi, son corps ne peut toujours pas bouger ou attaquer assez vite. Suivant les instructions d'Ursula, Hein apprend à utiliser l'effet de ralenti des yeux spirituels pour lancer une attaque précise en un seul coup. Après avoir vaincu le monstre,
Ursula lui fait en combattre plusieurs autres pour aiguiser son instinct et son contrôle. Ensuite, elle entame la deuxième phase de formation. Cette fois, il doit utiliser l'évaluation non seulement pour identifier les compétences de son ennemi, mais aussi pour les copier et les apprendre à travers l'œil spirituel. Essayez cela sur un monstre et obtenez avec succès une compétence d'amélioration de la vitesse. Mais quand il court, ses muscles se déchirent à cause de la tension. Ursula utilise ses connaissances en conditionnement corporel pour le soigner à plusieurs reprises pendant qu'il continue de courir jusqu'à ce que son corps s'adapte. Plus tard, elle lui permet d'évaluer ses propres compétences et de copier la compétence d'incantation de rang S, ce qui lui permet d'utiliser la magie instantanément sans chanter. Hein copie également un sort de boule de feu et passe des semaines à s'entraîner jusqu'à ce qu'il puisse tirer 1 millier de boules de feu à la fois. Une fois satisfaite, Ursula permet enfin à Hein d'affronter l'ours mortel pour se venger. Sans hésitation, Hein localise le monstre et attaque avec un barrage complet de boules de feu. Mais son objectif est terrible. Il utilise sa compétence de vitesse pour se placer derrière l'ours et lance un puissant sort de vent, déséquilibrant la bête. L'ours résiste et lance une contre-attaque. Mais Hein y met fin avec une dernière vague de milliers de boules de feu, le détruisant complètement. Yin est heureux d'avoir enfin pu se venger de l'ours mortel. Mais Ursula l'informe qu'il est maintenant temps de retourner à la surface et d'utiliser ses nouvelles compétences pour vaincre tout ce qui se trouve sur son passage. Avant de partir, Ursula lui dit d'être reconnaissante. Yuri lui a donné une partie du noyau spirituel de l'arbre du monde. Ursula utilise la magie pour fusionner le noyau dans son œil, révélant qu'il est maintenant devenu l'œil du dieu spirituel. Hein se tourne pour remercier Yuri, mais elle est introuvable. Soudain, apparaît et explique qu'elle était dans son nouvel œil depuis le début. Désormais, elle l'accompagnera dans son voyage. En guise de cadeau final, Ursula lance un sort de stockage infini sur la main d'Ain et lui donne une épée spirituelle fabriquée à partir de l'arbre du monde. Puis, sans avertissement, elle lui poignarde l'autre œil avec l'épée et le force à avaler une pierre philosophale. Cet objet connecte l'esprit d'Ain à la conscience d'Ursula et lui permet de voir à travers ses yeux. Juste avant de partir, Hein demande à Yuri ce qu'elle veut faire dans le monde extérieur. Elle dit qu'elle veut retrouver ses sœurs. Ursula révèle alors que l'arbre du monde d'origine était divisé en 9 parties, chacune placée dans un donjon et gardée par un esprit différent. Hein accepte d'aider Yuri à retrouver ses sœurs. Avec les conseils d'Ursula, il commence à sortir du donjon. En chemin, il bat plusieurs monstres de rang S et absorbe leurs compétences. Finalement, il atteint une porte massive. Ursula lui dit que le boss du donjon est derrière tout cela et que le vaincre est la seule issue. À l'intérieur, Hein rencontre un énorme monstre rocheux. Il n'attend pas. Il utilise sa compétence de vitesse pour se rapprocher, bloque l'attaque avec sa force améliorée et contre-attaque avec une compétence de dissolution du venin. Le monstre devient furieux et claque le sol, mais Hein parvient à se cacher. Ursula lui conseille d'utiliser son sort ultime. Hein accepte et lance Nova Strike, une fusion de magie du vent, du feu et de la foudre. Le sort de rang S bat le boss d'un seul coup. Yuri semble le guérir et le féliciter, mais Ursula l'interrompt en lui disant de se dépêcher et d'évaluer les compétences du patron. Ensuite, elle est encore plus excitée parce qu'elle veut qu'il évalue le noyau du donjon. Lorsqu'il le fait, Ursula se téléporte instantanément à ses côtés. Confuse, Hein demande comment. Elle explique que puisque l'arbre du monde vit désormais dans son œil gauche, elle peut apparaître près de lui en cas de besoin. En utilisant le noyau du donjon, Ursula améliore l'œil du dieu spirituel, donnant à Hein la capacité d'évaluer le timing de la contre-attaque ennemie. Ils quittent rapidement le donjon et arrivent dans une forêt voisine. Soudain, ils entendent un cri. Des monstres attaquent une voiture. Yuri et Ursula se cachent dans les yeux d'Hein pendant qu'il utilise sa vitesse pour se précipiter et vaincre les ennemis. Après la bataille, il absorbe les compétences du monstre et les filles réapparaissent pour soigner les soldats blessés. Parmi le groupe, Hein remarque un homme et une fille. Alors qu'il s'approche, la jeune fille court vers lui et le serre dans ses bras, l'appelant son héros. Hein est confuse, mais l'homme se présente comme Jasper et la fille est Claudia, la 3e princesse du royaume. Ils escortent Claudia chez elle où elle essaie de remercier à nouveau Hein, mais Yuri l'empêche de le serrer dans ses bras, affirmant qu'elle est l'épouse autoproclamée d'Ain. Claudia n'est pas dérangée. Elle dit qu'elle est d'accord avec le fait d'être la 2e épouse. Jasper prend alors Hein à part pour parler en privé. Il soupçonne que l'œil d'Ain est en réalité un noyau spirituel. Hein le confirme. Jasper explique que l'arbre du monde a autrefois utilisé son pouvoir pour sceller le seigneur démon, et après cela, il s'est brisé, ne laissant derrière lui que quelques noyaux spirituels. Hein demande si Jasper a des pistes sur les noyaux restants. Jasper dit que oui.
Hein ne perd pas de temps. Après avoir pris les devants de Jasper, il se dirige immédiatement vers l'emplacement du donjon secret. Yuri semble anxieux, mais Hein la rassure. Il est déterminé à retrouver toutes ses sœurs. Une fois à l'intérieur, il se retrouve rapidement dans une impasse. Ursula remarque quelque chose d'étrange. Il y a un sort de téléportation caché dans le mur et dit à Hein de le toucher. Il suit ses instructions et est soudainement téléporté dans une immense forêt. Mais Ursula explique que ce qu'il voit n'est pas réel. Tout cela n'est qu'une illusion. Avant qu'Anne ne puisse réagir, ils entendent une voix familière saluer Yuri. Yuri le reconnaît instantanément. C'est Pina, sa petite sœur. Pina semble curieuse, se demandant pourquoi Yuri voyagerait avec un humain. Pour tester leur force, elle leur dit d'atteindre la fin du donjon s'ils le peuvent. Elle les avertit d'abandonner, affirmant que l'endroit est rempli de monstres de rang S et de pièges mortels. Hein accepte le défi. Grâce à un mélange de son évaluation, de son œil spirituel et des conseils stratégiques d'Ursula, il évite tous les pièges et déjoue chaque menace. Pina regarde, peu impressionnée. Elle s'attendait à de meilleurs résultats avec ses pièges, mais il est maintenant temps d'affronter les monstres. Les uns après les autres, les monstres de rang S attaquent, mais aucune de leurs capacités ne fonctionne contre Yin. Grâce à ses compétences passives, elles n'ont aucun effet. Il les bat facilement et absorbe leurs capacités, nettoyant le donjon à grande vitesse. Pina devient frustré alors qu'En continue de tirer sur des monstres puissants. Finalement, il atteint la salle du boss. À l'intérieur, il active sa capacité de vol pour rechercher l'ennemi. Puis le sol commence à bouger. D'en bas s'élève une tortue massive, énorme, blindée et puissante. Hein tire une boule de feu, mais cela n'a aucun effet. La tortue riposte avec une sphère d'eau, qu'Ain bloque à l'aide de son épée, guidé par son timing d'évaluation. Mais quelque chose ne va pas. Ses attaques atterrissent, mais n'infligent pas de dégâts appropriés. Il semble dispersé. Réalisant que quelque chose ne va pas, Ian cesse soudainement de résister et permet à la tortue de frapper. Ursula panique en pensant qu'il a fait une erreur, mais Ian reste calme. Il comprend maintenant. C'est une autre illusion. Il lance un sort, brisant la fausse image et révélant le vrai patron, un petit bébé tortue. Ursula est impressionnée. Même elle n'a pas vu clair dans l'illusion. Pina réapparaît enfin. Hein menace de manière ludique de signaler son comportement à Pita, une autre sœur spirituelle. C'est assez. L'illusion s'estompe complètement et Pina serre Yuri dans ses bras. Après les retrouvailles, Pina demande si elle peut les rejoindre. Elle en a assez d'être enfermée dans le donjon et veut aussi voyager. Elle promet de donner son noyau spirituel à Hein en signe de confiance. Hein est d'accord, il veut que toutes les sœurs soient réunies. Soudain, la tortue géante se transforme en femme. Elle se présente comme Kurohime, la tutrice de Pina. Hein est surprise non seulement par sa transformation, mais aussi par la façon dont Ursula devient extrêmement polie à son égard. Pina donne alors à Hein son noyau spirituel, et Kurohime lui remet sa pierre philosophale. Cela améliore l'œil du dieu spirituel d'Ain au niveau 4, débloquant de nouvelles capacités telles que les arts oculaires et le pouvoir d'évaluer et de briser les illusions. Yuri est submergé de joie de retrouver sa sœur. Hein lui promet tranquillement qu'il retrouvera les 6 sœurs restantes quoi qu'il arrive. De retour dans le présent, Hein se repose après la bataille avec Zoid, lorsque Yuri lui demande soudain de l'embrasser. Il est pris au dépourvu et ne sait pas comment réagir, mais Ursula lui explique la situation. Elle lui dit qu'après s'être réveillé en tant que gardien, sa connexion avec Yuri, l'esprit de l'arbre du monde, est devenue instable. Pour le réparer, ils doivent accomplir un rituel. Hein suppose qu'il s'agit de quelque chose de formel, comme un serment de chevalier, mais remarque que les autres filles sont inhabituellement excitées. Ils se dirigent tous dehors. Hein essaie de terminer le rituel rapidement, mais voit ensuite Yuri préparer ses lèvres pour un vrai baiser. Nerveux, il panique, mais décide d'aller jusqu'au bout. Au dernier moment, il glisse et finit par l'embrasser sur le front. Soudain, son œil divin spirituel de rang S évolue en un œil divin de rang S. Cette nuit-là, alors que tout le monde dort, Hein ressent quelque chose d'inhabituel. Il sort et rencontre un étrange oiseau ressemblant à un homme qui se présente comme Falco, un baron de l'armée des démons. Falco annonce qu'il est là pour tuer Hein. Hein lui dit de se taire parce qu'il est trop bruyant, ce qui agace le démon. Falco attaque, mais est immédiatement envoyé voler par une seule puissante gifle. Hein le suit dans les airs en utilisant la magie du vol et l'élimine avec une balle hélicoïdale. Grâce au combat, il acquiert la capacité Gale Winds, mais il ne comprend toujours pas pourquoi Falco a été envoyé pour le tuer. Le lendemain, Hein se rend au palais royal pour accéder à la bibliothèque interdite, dans laquelle seule la famille royale peut accéder. Cependant,
Grâce à la montre à blason royal que lui a offerte le roi, l'accès lui est accordé. Il apprend qu'il a encore besoin de l'autorisation personnelle du roi et du bibliothécaire pour entrer. Lorsqu'il frappe à la porte et entre, Yuri essaye de le suivre, mais heurte un mur invisible. Ursula réalise que quelque chose ne va pas. La barrière autorise uniquement les humains à entrer. Les esprits sont complètement bloqués. Elle essaie de se téléporter aux côtés d'Ain mais échoue. Ain décide de continuer seul et commence à explorer l'immense bibliothèque. Mais trouver des informations précises s'avère difficile. Soudain, une fille tombe du ciel et Ain la rattrape. Elle se présente comme Alice, la bibliothécaire. Elle explique qu'elle lisait sur une plateforme flottante lorsqu'elle est tombée accidentellement. Ain est confuse, mais elle confirme qu'elle supervise toute la bibliothèque. Elle lui demande pourquoi il est ici, et il explique qu'il recherche l'emplacement de donjons secrets pour aider une amie à retrouver sa famille. Après avoir entendu cela, Alice lui donne un livre sur les donjons cachés. Elle le surprend alors en lui demandant comment va Yuri. Ain ne sait pas comment elle connaît ce nom. Alice révèle qu'elle est aussi un esprit de l'arbre du monde, tout comme Yuri. Soudain, le tuteur d'Alice, Akehane, arrive et se plaint d'être à nouveau ignoré. Ain dit à Alice que Yuri et Pina attendent dehors et veulent la rencontrer. Cependant, Akehane explique que cette bibliothèque se trouve à l'intérieur d'un donjon secret séparé, relié par une porte magique au château. Seuls les humains peuvent franchir la porte, et uniquement avec la permission du roi et du bibliothécaire. Akehane révèle également que la seule façon pour Alice de rencontrer ses sœurs est si Ain trouve l'entrée physique du donjon et y entre correctement. Ain envisage de la faire sortir, mais Akehane dit que cela ne fonctionnera que si Alice veut vraiment partir. Ian demande gentiment à Alice si elle souhaite rencontrer ses sœurs. Elle ne répond pas. Il s'excuse en disant qu'il comprend sa peur. Il a déjà ressenti la même chose. Mais il explique que Yuri, Pina et les autres l'ont aidé à surmonter cela et promet de la soutenir de la même manière. Il lui propose de l'aider étape par étape et de l'y amener en toute sécurité. Sachant qu'elle ne lui fait peut-être pas encore confiance, il décide de partir et d'utiliser le livre pour trouver l'entrée du donjon, promettant de revenir. Le lendemain, Ain revient. Avant qu'il puisse dire grand-chose, Alice se lève et lui dit qu'elle a pris sa décision. Elle lui fait confiance. Ain la récupère et l'emmène jusqu'à l'arbre du monde où il reçoit le noyau spirituel d'Alice. Cependant, il apprend qu'Akehane ne peut pas quitter la bibliothèque ni utiliser la téléportation comme les autres gardiens. Pour les aider, elle crée un clone d'elle-même pour accompagner Alice dans son voyage. Ensemble, ils commencent à voyager à travers le donjon. Mais Ain se rend vite compte à quel point Alice est faible. Il finit par vaincre tous les monstres de rang S, y compris le boss du donjon, et absorbe leurs compétences. Ils rentrent chez eux peu de temps après. Une fois sur place, Ain observe la dynamique du groupe. Les sœurs spirituelles et les gardiennes interagissent de manière inhabituelle, en particulier les filles qui se précipitent toutes pour serrer Ain dans leurs bras. Chacun d'eux est amoureux de lui. Ain ne sait pas comment réagir. Ain réfléchit à quoi faire de sa journée lorsqu'il se fait sauter par derrière par Megan. Jasper rejoint la mêlée et ils adorent tous les deux bombarder Ain avant de s'installer. Il l'informe que le roi a fait une demande spéciale pour lui à la guilde. Ain est confus car il n'aurait jamais imaginé que le roi ferait une demande spéciale à son égard. Jasper demande à Ain s'il est familier avec les démons. Ain se souvient d'avoir rencontré Falco qui s'est présenté comme un baron parmi les 5 rangs de la noblesse démoniaque. Et il admet qu'il connaît les démons. Megan révèle que les démons ont été chassés de la société humaine il y a plusieurs siècles après que les héros aient construit un mur dimensionnel. Malgré cela, les observations de démons se sont multipliées dans le domaine de Reishik. Jasper révèle que sa mission est de vaincre les démons qui se déchaînent dans la zone afin qu'ils ne causent pas de dégâts supplémentaires. Le roi a chargé Ain de cette mission parce que les aventuriers moyens ne seront pas à la hauteur et Jasper pense que le roi avait raison dans son jugement. Ain réfléchit une seconde et accepte d'aider les habitants de Reishik. Ursula apparaît parce qu'elle n'est pas satisfaite de la décision d'Ain. Elle lui rappelle qu'ils ont des engagements ailleurs et qu'ils n'ont pas le temps d'aider des étrangers. Ain reconnaît son point de vue, mais il lui rappelle qu'il était également un étranger pour Yuri et elle lorsqu'ils l'ont aidé pour la première fois. Ain raconte son expérience face à un ennemi écrasant, sans savoir s'il survivrait. Il n'est en vie que parce qu'Ursula lui a donné un coup de main et lui a donné une issue. Il doit maintenant leur rendre service et faire de même pour tous ceux qui en ont besoin, même s'il s'agit d'étrangers. Yuri apparaît et elle révèle qu'elle soutient pleinement l'aide à ceux qui en ont besoin. Les autres apparaissent également et acceptent de donner un coup de main à Ain. Ain se tourne vers Ursula pour voir si elle a changé d'avis. Elle ne put s'empêcher d'être conquise par son discours captivant. Elle accepte de l'aider, d'autant plus que Yuri a également accepté. Un fait face à Jasper et accepte la mission.
Il enfile sa cape et jure d'anéantir tous les démons terrorisant Rayshak. Pendant ce temps, Mia et son père rejoignent les habitants de leur village pour leur visite périodique à Lord Hydra. Mia a faim comme le reste du village, et son père lui assure qu'il l'emmène quelque part avec de la nourriture en abondance. Maya suppose que son père l'emmène au paradis pour rencontrer sa mère, elle est donc impatiente d'atteindre leur destination. Les villageois arrivent sur le site de l'offrande et Lord Hydra émerge pour recevoir leur offrande. Les villageois s'inclinent et le père de Mia la contraint à s'approcher de Lord Hydra afin qu'il puisse l'emmener au paradis pour voir sa mère. Mia accepte de partir à condition que son père ne pleure pas comme il l'a fait lorsqu'ils ont perdu sa mère, car elle ne sera pas là pour essuyer ses larmes. Elle dit au revoir et court vers Lord Hydra, mais son père ne peut plus retenir sa culpabilité. Il se précipite vers elle et supplie Lord Hydra de le prendre à sa place. Mais Lord Hydra lui rappelle que le pacte les obligeait à amener une femme en sacrifice chaque mois en échange de l'épargne de leur village. Maintenant qu'ils ont brisé la meute, Lord Hydra est prêt à faire des ravages. Les villageois paniquent et supplient désespérément le père de Mia de l'abandonner. Lord Hydra manque de patience et il les souffle avec des vapeurs toxiques. Mia n'arrive pas à croire qu'un dieu puisse être si cruel envers les gens qu'il est censé protéger. Elle tombe à genoux, impuissante, et Lord Hydra entre pour son dîner, mais Mia crie à l'aide. Hein arrive à l'heure et empêche Lord Hydra de préparer un repas avec Mia. Hein évalue Lord Hydra et apprend qu'il peut générer du poison. Il apprend également que sa peau est recouverte d'un mucus protecteur composé de toxines mortelles. Hein appelle l'aide de Yuri et elle guérit les villageois infectés par le poison. Mais retrouve son père maintenant qu'il est guéri. Lord Hydra est stupéfait qu'Ain ait réussi à neutraliser son poison simplement en regardant les villageois. Même Hein est surpris par la puissance de la capacité magique de Yuri après que son œil ait atteint un niveau divin. Il donne aux villageois une chance de s'échapper pendant qu'il s'occupe de Lord Hydra. Les villageois n'apprécient pas son idée de s'enfuir car ils savent que cela ne fera aucune différence. Lord Hydra félicite les villageois pour leur bonne prévoyance. Il révèle qu'Ain est trop insignifiante pour faire la différence. Mais Hein est déterminé à lui prouver qu'il a tort. Hein sort son épée et Lord Hydra se moque de lui parce qu'il a le QI d'une étoile de mer, car une épée n'est pas la meilleure arme pour contrer les attaques venimeuses. Hein le fait taire d'un seul coup rapide qui se transforme en plusieurs coups. Lord Hydra est instantanément transformé en tache gluante qui s'effondre sur le sol. Les villageois reconnaissent désormais Hein comme l'ancien tueur de dragons résidant dans la capitale. Hein a imprégné son épée de manière préventive des soins de Yuri pour contrer le poison du seigneur Hydra, ce qui a rendu ses attaques si efficaces contre lui. Ursula le félicite pour son ingéniosité et Hein peut croire qu'elle l'a réellement félicité. Les villageois l'entourent et le remercient de les avoir sauvés, mais il rejette leurs remerciements car il a fait ce que n'importe qui d'autre aurait fait. Il informe les villageois qu'il est venu chercher le seigneur de leur domaine. L'ambiance parmi les villageois tourne soudainement au vinaigre, et Hein est perplexe face à ce changement soudain. Le père de Mai remercie Hein car il serait mort s'il n'était pas intervenu. Cependant, il révèle qu'ils seraient mieux lotis s'ils étaient laissés à leur sort entre les mains de Lord Hydra. Les villageois se retournent pour rentrer chez eux, mais Mia retourne en courant vers Hein et elle exprime sa gratitude de les avoir sauvés. Hein est heureux d'avoir pu préserver les sourires sur un visage aussi innocent, même temporaire. Il lui assure qu'il la reverra et elle lui dit au revoir. Elle revient en courant rejoindre les villageois et Hein décide de rendre visite au seigneur féodal. Il arrive au manoir du seigneur mais il éprouve un sentiment de malaise car c'est le seul endroit de cette région qui soit anormalement luxueux. Il est tellement paranoïaque quant à l'apparence suspecte de l'endroit qu'il ordonne à tout le monde de pénétrer dans ses yeux pour leur sécurité. Il entre dans le manoir seigneurial et se présente bruyamment. Nigan l'accueille et l'emmène à la salle à manger pour un thé et un dessert. Hein se sert du dessert mais il est si salé qu'on a l'impression qu'il vient de prendre un seau d'eau de mer. Il masque la terreur à laquelle ses papilles gustatives ont été soumises et ment à Nigan en lui disant que c'est bon. Nigan prend une bouchée et s'effondre instantanément. Il s'excuse auprès d'Aen et explique que le dessert s'est avéré si salé parce qu'il a confondu le sel avec du sucre. Nigan s'en veut de toujours faire des erreurs, quoi qu'il fasse. Il finit par s'installer et Hein l'interroge sur les démons qui apparaissent mystérieusement dans son domaine. Nigan est surpris par les informations d'Aen car il n'a jamais entendu parler d'une quelconque présence de démons dans son domaine. Il explique que son domaine borde les Abysswood où vivent une multitude de monstres. On suppose que celui qui a signalé la présence du démon a confondu un monstre avec lui. Il s'excuse pour la gêne occasionnée par le voyage en raison de fausses informations. Il le renvoie avec l'assurance qu'il n'y a aucun problème dans son domaine. Hein propose de jeter un œil autour de lui pour s'assurer que Nigun ne se trompe pas, d'autant plus qu'il a vaincu Lord Hydra
et rencontrer les villageois dans un état si misérable. Negan entre en mode panique lorsqu'il apprend que Lord Hydra a été vaincu. Il explique que la présence de Lord Hydra a dissuadé d'autres monstres d'attaquer le village. Mais maintenant qu'il a été vaincu, la ville sera un paradis pour les monstres. Hein révèle qu'il ne pouvait pas ignorer la demande de sacrifice de Lord Hydra, car une petite fille aurait perdu la vie sous ses yeux. Negan souligne que le sacrifice d'une vie pour 100 était un choix qu'il se contentait de faire. Negan souligne que l'intervention d'Ain ne vaudrait la peine que s'il restait pour protéger le village en permanence, car ils ne sont pas assez forts pour se protéger des monstres en son absence. Negan révèle qu'il faisait ce qu'il fallait pour protéger le domaine qu'il avait hérité de son défunt père. Il sort de la pièce en colère et Hein quitte le manoir, remettant en question son choix. Yuri sort et console Hein. Elle lui conseille de faire ce qui lui semble bon en conscience. Negan consulte Shadow et l'informe que Lord Hydra a été tué. Il cherche une solution car Lord Hydra serait difficile à remplacer. Mais Shadow révèle que le principal problème auquel ils doivent faire face est Hein. Il charge Negan de faire tomber Hein, car il est le véritable démon qui doit être vaincu pour protéger Raychick. Negan ne pense pas être prêt à relever le défi, mais Shadow le convainc qu'il peut le faire. Il accepte donc de suivre son plan. Hein arrive au village et se dirige vers les murs extérieurs effondrés et négligés depuis des années. Il n'y a pas non plus de soldats dans la tour de guet, et Hein se rend compte que les villageois sont vulnérables aux attaques de monstres depuis des années. Il s'approche d'une villageoise et se présente. Il essaie de lui poser des questions sur le seigneur du pays, mais elle s'enfuit effrayée, affirmant qu'elle ne sait rien. Hein conclut que les villageois ont peur de Negan, mais il ne peut pas abandonner après être arrivé si loin. Il s'approche d'un autre villageois et celui-ci le reconnaît comme la personne qui a abattu Lord Hydra. Il révèle que plusieurs aventuriers et soldats leur ont rendu visite, mais qu'ils n'ont rien fait pour les aider car la tâche était trop ardue. Le villageois est certain qu'Ain suivrait leurs traces et leur tournerait également le dos. Il montre le champ devant lui et révèle que des monstres ont détruit l'endroit après la défaite de Lord Hydra. Sans terre à cultiver, les villageois mourront inévitablement de faim ou seront dévorés par des monstres. Il conseille à Hein de rentrer chez lui et de les laisser à leur sort. Mais Hein utilise les arts de la terre pour revitaliser le terrain. Il conjure des graines universelles pour faire pousser des plantes sur le terrain. Il tourne son attention vers les murs extérieurs effondrés et utilise les arts de la terre pour créer un mur plus grand afin d'empêcher le village d'être envahi par des monstres. Hein demande aux villageois de lui faire savoir s'il a besoin de quelque chose. Il l'encourage à avoir la détermination de vivre, pas la détermination de mourir. Hein supplie le villageois de lui permettre de l'aider, et son offre fait tellement rire le villageois qu'elle lui fait monter les larmes aux yeux. Cela lui rappelle la fois où le père de Negan lui a fait une telle offre. Le père de Negan gérait très bien les affaires du domaine, mais les choses ont mal tourné après que Negan a pris la relève. À peu près au même moment, Lord Hydra est apparu, et Negan a conclu le pacte par lui-même, sans consulter les villageois. Les défenses du village furent réduites en ruine, et il augmenta les impôts jusqu'à un montant insupportable. Les personnes qui protestaient contre Nigren et lui rendaient visite pour dialoguer ne sont jamais revenues. Cependant, l'espoir des villageois en l'avenir a été rétabli, grâce à Hein. Il promet de conserver cet espoir, et Hein jure de ne pas le lui faire regretter. Hein sent une horde de monstres chargés sur le village, et il sort à leur rencontre, car il n'y a aucune chance qu'il les laisse mettre le doigt sur les villageois. Hein cherche une bouée de sauvetage pour vaincre la multitude de monstres qui bondissent vers le village. Il regarde quelques villageois qui se tiennent autour des murs effondrés et observe les monstres. Ils se sont rendus à leur sort, mais Hein ne va pas abandonner si facilement. Il ordonne à Yori de revenir dans ses yeux et avertit les villageois de reculer. Il vole dans les airs pour obtenir un meilleur angle d'attaque contre la horde imminente. Il les attaque avec une explosion magique et élimine des centaines de monstres, mais d'autres monstres remplacent rapidement ceux qui sont tombés. Les monstres se jettent sur lui, mais il s'écarte. Les monstres travaillent ensemble dans les airs et changent de trajectoire pour attaquer à nouveau Hein. Cette fois, il les évalue et les coupe. Il vole plus haut dans le ciel et invoque un puits de gravité pour éliminer le monstre au sol. Il invoque une hélice et détruit les monstres capturés à sa portée. Un monstre se faufile sur Hein et tente de l'attaquer, mais Hein le détecte et ne fait pas marche arrière. Il crée des mirages pour attaquer avec lui et abat les monstres avec des ficelles. Les villageois se retirent dans la sécurité du village, mais ils reviennent un par un pour constater qu'Hen a vaincu de nombreux monstres par lui-même. Ursula le prévient qu'il ne peut pas continuer à se battre comme ça, car il sera le premier à s'effondrer. Hein lui assure qu'il ne s'effondrera pas tant qu'il n'aura pas éliminé le dernier monstre. Hein invoque une tranche de lumière et étend sa portée bien au-delà de ce à quoi il est habituellement habitué. Ursula craint qu'il aille trop loin,
Mais Ayn reste déterminé à éliminer les monstres si cela lui coûte la vie. Il ne peut pas tourner le dos et s'enfuir maintenant. Il doit donc tout faire. Il dégaine son épée et abat tous les monstres à portée de son attaque légère. Ayn continue de se battre jusqu'au lendemain, jusqu'à ce qu'il batte enfin tous les monstres. Il s'effondre immédiatement après cela et Yuri se précipite à ses côtés pour le soigner. Ayn reprend ses forces et s'assied. Mais Mai lui tend une embuscade avec un câlin. Les villageois remercient Ayn d'avoir sauvé leur village à 2 reprises en l'espace de 2 jours. C'est plus que ce que leur seigneur a fait pour eux depuis des années. Le fermier du village s'approche et informe les autres qu'ils ne peuvent plus continuer à vivre leur vie comme avant. Il souligne qu'Ayn a risqué sa vie pour se protéger alors qu'il savait peu de choses sur eux et n'avait aucune obligation de le faire. Pendant ce temps, tout ce qu'ils font, c'est se maudire pour avoir eu de la malchance et attendre l'étreinte froide de la mort. Ils chargent les villageois de prendre leur destin en main et de se battre pour y parvenir, car Ayn vient de leur montrer que tout est possible si vous y réfléchissez. Les villageois sont encouragés par les paroles du fermier et se sentent assez audacieux pour prendre les armes pour assurer leur avenir. Ayn est heureux de constater que ses efforts ont eu un tel impact qu'ils ont redonné aux villageois le goût de vivre. Yuri le félicite pour ses efforts et il souligne que c'est grâce à elle. Il raconte leur première rencontre et à quel point ils se sont rapprochés depuis. C'est elle qui lui a donné le courage et la confiance qu'il a su transmettre aux villageois. Les villageois interrompent leur discussion privée et annoncent qu'ils ont décidé de prendre les choses en main. Il ne permettrait plus jamais à Negan de les diriger, mais apparaît soudainement et met le villageois au défi de répéter sa déclaration. Il s'approche d'Ayn, mais le fermier l'arrête et l'informe qu'aucun des villageois ne le suivra plus. Les autres villageois le soutiennent parce qu'ils ont réalisé que Negan était un leader sans valeur après qu'un étranger les ait défendus mieux que lui au fil des ans. Negan est déçu de la façon dont Ayn les a facilement trompés avec sa façade de héros. Il révèle qu'Ayn est en fait un démon car il n'y a aucun moyen pour un humain normal d'éliminer Lord Hydra et de vaincre la multitude de monstres en solo. Il suppose qu'il s'agit d'un plan élaboré d'Ayn pour prendre le contrôle du domaine Reshak. Negan leur assure qu'il ne laissera jamais Ayn réussir. Les villageois rejettent son aide et acceptent volontiers Ayn comme leur dirigeant s'il choisit de reprendre le domaine. Ils sont certains qu'il gouvernera mieux que la tyrannie à laquelle ils sont actuellement soumis. Nygren ne comprend pas ce qui se passe car tout ce qu'il a fait, c'est protéger le domaine. Le fermier s'approche de lui et lui explique qu'il ne fait pas du bon travail en matière de protection de ses domaines s'il est si disposé à sacrifier son peuple. Il souligne qu'un leader idéal se battra avec et pour son peuple, tout comme son père le faisait autrefois. Cela déclenche des souvenirs de son père, et il a un mal de tête épouvantable. Il tombe à genoux et invoque Shadow depuis son collier pour l'aider. Il veut que Shadow convainque les villageois parce qu'ils ne le croient pas. Ayn repère le collier et l'évalue, mais il ne peut pas lire son contenu car une compétence de dissimulation le masque. Negan ouvre le collier, et Shadow sait qu'il est enfin temps de prendre le contrôle total du corps de Negan. Ayn avertit Negan de lâcher le collier miroir, mais il est trop tard. Une brume noire engloutit Negan, et il se retire dans son plan mental pour consulter Shadow. Il demande conseil à Shadow, et Shadow lui conseille de continuer à faire ce qu'on lui dit. Il lui assure que les choses s'amélioreront avec le temps, mais il doit tuer quiconque ne lui obéit pas. Tout comme ils l'ont fait avec son père, car ils ne leur seront d'aucune utilité. Negan ne comprend pas de quoi parle Shadow car son père est décédé après avoir succombé à sa maladie. Shadow décide qu'il est temps de révéler la vérité à Negan. Dans le passé, lorsque le père de Negan était encore en vie, il allait personnellement aider les villageois à cultiver leurs champs. Negan a suggéré qu'il fasse une pause parce qu'il travaille depuis si longtemps, et les villageois ont exprimé leur gratitude à son père pour être venu les aider lui-même. Negan était si fier de son père qu'il espérait qu'il grandirait également pour être aimé. Comme son père se reposait, il a proposé de l'aider à sa manière, mais il a trébuché et est tombé. Il a essayé de dissiper les inquiétudes des villageois, mais il a eu une quinte de tout. Les villageois craignaient qu'il soit de nouveau tombé malade, mais il leur a assuré qu'il allait bien. Son père lui a demandé de jouer avec ses camarades, mais il voulait plutôt aider son père. Son père a refusé parce que c'était le devoir d'un enfant de jouer et non de travailler. Negan a cédé et a décidé de s'approcher des enfants. Il a demandé aux enfants s'ils pouvaient les rejoindre, mais ils l'ont réprimandé parce qu'ils avaient peur qu'il ne les infecte avec sa maladie contagieuse. Il a essayé d'expliquer qu'il n'était pas un vecteur ambulant, mais les enfants se sont enfuis avant qu'il puisse dire quoi que ce soit. Il marcha dans une ruelle et tomba sur des villageois qui parlaient de lui. Il se méfiait de Negan parce qu'il ne ressemblait pas à son père et qu'il tombait constamment malade. Il y avait aussi une rumeur selon laquelle Negan était un enfant trouvé provenant d'Abysswood. Negan réalisa qu'il n'était pas l'enfant de son père, ce qui expliquait pourquoi il avait toujours été faible et maladroit. Il réalisa qu'il ne serait jamais à sa hauteur et il pleura dans une flaque d'eau dans l'allée.
La flaque est devenue sombre et l'ombre s'est manifestée. Il a souligné que Negan n'était pas obligé d'être comme son père, car il pouvait faire les choses à sa manière. Negan a confronté Shadow et lui a demandé qui il était et pourquoi il lui ressemblait. Shadow s'est présenté comme son ami imaginaire, mais a averti Negan de garder son existence secrète sinon il disparaîtrait. Negan était heureux de se faire son premier ami et il ne voulait pas le perdre, alors il a accepté les conditions de Shadow. À partir de ce jour, Negan a passé toute la journée avec Shadow et ils ont tout fait ensemble. Un matin, il a demandé à Shadow ce qu'il voulait faire pour s'amuser et Shadow lui a suggéré de participer à une course pour voir qui s'endormait le plus rapidement. Shadow remarqua son père en train de faire une sieste inhabituelle dans son bureau. Il s'est approché de lui pour s'assurer qu'il allait bien et son père lui a dit que des miasmes monstrueux l'affectaient, mais il allait bien. L'excuse de son père n'a pas suffi à le convaincre. Il retourna dans sa chambre et exprima ses inquiétudes à Shadow au sujet de son père parce qu'il avait l'air très fatigué. Negan a vu une opportunité pour son complot. Il révéla qu'il connaissait une plante médicinale qui guérissait la fatigue. Il suggéra à Negan d'en préparer en utilisant un guide médicinal qu'il avait obtenu pour lui. Negan a fabriqué l'herbe et l'a donnée à son père, et il l'en a remercié. Il but une gorgée et ressentit instantanément un sentiment de soulagement. Le père de Negan lui conseilla de ne jamais perdre son bon cœur, car il ferait un bon seigneur en vieillissant. Bien qu'il ait affirmé qu'il se sentait mieux ce jour-là, l'état du père de Negan s'est aggravé de jour en jour. Negan a continué à donner le médicament infusé avec l'herbe à son père, espérant qu'il irait mieux. Un jour, il entra pour lui donner le breuvage habituel, mais tout ce qu'il rencontra fut un cadavre. Negan a hurlé pendant des jours, mais Shadow n'avait aucune sympathie pour lui. Il se demandait combien de temps Negan continuerait à pleurer avant de se remettre de la perte de son père. Negan se sentait perdu car il n'était pas certain de pouvoir protéger Raishik tout seul. Shadow lui assura qu'il compenserait tout ce qui lui manquait, donc il n'avait pas à s'inquiéter. Les assurances de Shadow ont consolé Negan, et il l'a remercié d'avoir toujours été là pour lui en cas de besoin. Shadow écarta ses remerciements parce que c'était à cela que servaient les amis. Negan ne comprend toujours pas la grande vérité que Shadow essayait de révéler. Shadow est déçu de devoir le lui expliquer à cause de son incroyable naïveté. Il explique qu'il a tué son père avec ses mains, mais Negan maintient que son père a été tué par sa maladie. Shadow explique que le tonique qu'il donnait à son père n'était pas une herbe médicinale, mais une herbe vénéneuse. Negan ne le croit pas parce que la littérature sur les plantes médicinales dit que le plan était utilisé pour guérir la fatigue. Et Shadow a révélé qu'il avait modifié le texte pour l'adapter à ses plans. Shadow souligne que le médicament qu'il a fabriqué pourrait toujours être classé comme remède contre la fatigue, car une personne ne peut pas ressentir de fatigue lorsqu'elle est morte. Shadow admet qu'il a également menti en disant qu'Ain était le démon. Il avoue qu'il est le véritable démon et qu'il prévoyait de prendre le contrôle du père de Negan et d'établir une route pour exporter des humains vers son royaume. Mais il n'a jamais été vulnérable. Shadow a décidé d'opter pour la meilleure chose à faire, et il a été capable de manipuler Negan si facilement, et de le transformer en pion, parce qu'il avait cruellement besoin d'un ami, même s'il n'était pas lié par le sang. Shadow souligne que Negan et son père ont trouvé un terrain d'entente dans la stupidité, parce que son père a permis à son fils de le tuer. Cela brise Negan et il perd le contrôle de sa conscience. Shadow fusionne complètement avec Negan et prend le contrôle de son corps. Ain appelle Negan, mais Shadow révèle que Negan ne contrôle plus son corps. Il se présente à Ain comme un vicomte démon. Ain n'arrive pas à croire qu'il se trouve face à face avec un démon. Ain lui demande où se trouve Negan et Shadow révèle qu'il souffre d'une dépression nerveuse dans son corps. Il ne peut pas croire qu'il ait été si facile de prendre le contrôle de la conscience de Negan après avoir un peu gâché ses sentiments. Shadow blâme Ain pour la situation difficile de Negan parce que les choses allaient bien lorsque Shadow le contrôlait comme une marionnette pour affaiblir les défenses du territoire et expédier les humains vers le royaume des démons. Dès qu'Ain a décidé de se mêler de leurs activités, il a gâché ses plans et a donc dû improviser. Il doit maintenant tuer Ain lui-même, mais il le prévient de ne pas le sous-estimer. Il révèle qu'il n'est pas comme Falco, qui est tout musclé et sans cervelle. Shadow envisage de manipuler les émotions d'Ain, parce qu'il sait qu'il ne peut pas blesser Negan, ce qui lui donne un énorme avantage. Shadow attaque Negan avec ses tentacules d'ombre, mais il évite. Il décide de retenir Shadow puisqu'il ne peut pas lui faire de mal. Alors elle invoque un bouclier autour de lui. Mais Shadow en sort comme s'il était fait de papier mâché. Il l'informe que ses techniques spirituelles sont inutiles contre lui car les démons ont un compteur pour tous les sorts de cette nature. Ain envisage d'utiliser tellement d'énergie spirituelle pour submerger Shadow qu'il ne peut pas la traverser. Mais Shadow ne lui laisse pas le temps d'élaborer un plan réalisable. Il crée des ombres qui se transforment en monstres et attaquent les villageois.
Hein poursuit rapidement les monstres et les abat avant qu'ils ne puissent nuire aux villageois. Il installe une barrière temporaire pour ralentir Shadow et conseille aux villageois d'aller ailleurs, car ils ne sont pas en sécurité à proximité de Shadow. Shadow invoque plus de monstres et déchire la barrière. Les monstres tentent d'attaquer les villageois, mais Hein crée des mirages de lui-même qui protègent les villageois. Cependant, un malheureux villageois se fait attraper par un monstre. Ses cris attirent l'attention d'Hein et il essaie de trouver une solution. Shadow exploite cette distraction et porte un coup dévastateur avec ses tentacules d'ombre. Le coup le repousse et Shadow continue de le harceler avec des coups, mais il les bloque. Il décide de contrer ses frappes, mais il se souvient qu'il blesserait Nightgun s'il le faisait. Il choisit de lancer un sort défensif pour encaisser les coups de Shadow, mais le sort qu'il lance le rend immobile. Hein panique parce qu'il manque d'options. Shadow s'ennuie car Hein n'est qu'un sac de sable. Il révèle que la seule façon de libérer Nightgun de son contrôle est de les tuer tous les deux. Il se moque d'Hein pour ne pas être assez homme pour prendre la décision difficile et choisir le moindre des deux mots. Il souligne que si Hein le tuait ainsi que Nightgun, il sauverait des centaines de villageois de l'assaut des monstres. Hein refuse d'accepter cette offre parce qu'une vie est aussi importante que 100. Il appelle Nigan et essaie de l'énerver pour lutter contre Shadow pour le contrôle. Mais Shadow révèle qu'il a fermé son cœur, donc crier son nom est inutile. Aessin dissipe son sort défensif et avance sur Shadow. Shadow continue de le frapper et Yuri lui conseille de reculer car ses soins ne peuvent pas suivre les dégâts qu'il subit. L'un refuse de reculer. Il atteint Shadow, l'attrape et lui donne un coup de tête qui le renverse. Nigan est assis dans son enclos et se réprimande. Il se reproche d'avoir blessé tant de gens et il ne pense pas qu'il mérite de continuer à vivre. La voix d'Ain fait irruption dans son enclos, mais il n'y prête aucune attention car il a perdu le contrôle de sa conscience. Hein ne cesse de l'appeler pour lui rappeler qu'il voulait juste protéger le domaine Reishik. Il est certain d'avoir de véritables intentions de protéger le domaine et il lui demande de se rappeler ce qui l'a tellement motivé qu'il voulait garder le domaine en sécurité. Ces mots pénètrent dans l'enceinte et ramènent Nigon à ses sens. Il se souvient que sa motivation à protéger le domaine était de pouvoir ressembler à son père. Mais ce n'était pas tout. Les sourires des villageois lorsque son père était le chef du domaine étaient quelque chose qui le marquait. Il voulait aussi leur faire sourire, tout comme son père. À l'intérieur du village, les villageois sont terrorisés par les monstres en liberté. Le fermier leur tient tête et les élimine. Il rassemble d'autres villageois et les rallie pour aider Nigan à échapper au contrôle de Shadow. Les villageois blâment Nigan pour leur situation difficile, mais le fermier les exhorte à ne pas le juger sur ses actions parce qu'il était contrôlé. Les villageois acceptent de l'aider d'abord et de régler le reste plus tard. Dans son enclos, Nigan décide d'admettre ses erreurs, mais il ne choisit pas la facilité en souhaitant la mort. Au lieu de cela, il accepterait son rôle de dirigeant de Reishak et expierait ses péchés avec les jours restants de sa vie. Shadow reprend conscience et informe Hein que sa résistance est vaine car tout ce qu'il fait c'est blesser Nigun. Il tente d'attaquer Hein, mais son corps s'arrête soudainement de bouger. Il avertit Nigun d'arrêter de se battre car ils sont coincés l'un avec l'autre pour la vie. Nigun est heureux d'entendre cela. Il sort son couteau et se poignarde. Il révèle qu'il a toujours su que Shadow était plus qu'un reflet, mais il a fermé les yeux parce que Shadow était le seul ami qu'il avait. Nigun souligne que malgré tout le mal que Shadow a fait, il le considère toujours comme un ami. Mais Shadow est dégoûté. Il révèle que Negan est un soft désespéré qui n'obtiendra jamais de rédemption. Puisque Negan est déterminé à se suicider, Shadow décide de partir. Il s'éloigne dans l'espoir de revenir un jour pour se venger. Il aperçoit Mia à proximité et décide de l'utiliser comme sa prochaine marionnette. Mais l'épée d'Ain le divise soudainement en deux. Hein se précipite aux côtés de Negan et sort le couteau. Il utilise la capacité de Yuri pour le guérir et le supplie de ne pas abandonner. Mais Negan ne répond pas. Hein perd espoir. Mais Yuri apparaît et continue d'essayer de guérir Negan car elle est sûre qu'ils peuvent l'atteindre. Un décide de la rejoindre pour s'assurer que Negan ne meurt pas. Ils continuent d'insuffler leur sort de guérison à Negan et le pressent vocalement de revenir. Leur voix parvient à Negan et ses blessures guérissent soudainement. Il se redresse, confus parce qu'il est censé être mort. Hein et Yuri le serrent dans leurs bras pour lui souhaiter la bienvenue, mais il se met en colère. Il les repousse et demande à savoir pourquoi ils l'ont sauvé. Il avait finalement reçu une punition pour ses péchés. Maintenant, ils lui ont volé cette fermeture. Hein l'en sort en lui rappelant qu'il ne va pas sacrifier une vie pour le bien des autres. Les villageois reculent. Ils sont revenus pour l'aider car il ne vaudrait pas mieux que le démon s'il l'avait laissé pour mort. Le fermier souligne que mourir n'est pas une expiation pour ses péchés. Ce n'est qu'un mécanisme d'évasion. La seule façon d'expier son péché est de payer pour ce qu'il a fait aux villageois et d'affronter leur colère résiduelle. Negan se rend compte qu'il a fait le mauvais choix d'absolution.
Il s'excuse auprès des villageois et remercie Ain de lui avoir donné une autre chance de rédemption. Yuri est content pour Yuri, mais elle perd soudainement l'équilibre. Ain la rattrape à temps et se rend compte qu'elle a utilisé tellement de pouvoir pour guérir Nigun qu'elle peut à peine se tenir debout. Il vient la chercher et la remercie d'être avec lui tout ce temps. Il est certain qu'il serait devenu comme Nigun s'il avait rencontré Shadow au lieu de Yuri. Il la dépose près d'un arbre, mais il est énervé que les démons exploitent les faiblesses des gens pour en profiter. Il jure de leur faire payer pour avoir commis un péché impardonnable. Ursula sort pour s'occuper de Yuri, tandis que Pina et Alice montent la garde. Shadow perd sa peau et se transforme en un petit reptile. Il commence à ramper, mais Alice sent que quelque chose ne va pas. Elle informe Pina et elle sent immédiatement que Shadow tente de s'échapper. Elle le piège à l'intérieur de sa barrière et Ain est attiré par eux. Ils se demandent ce qui se passe et Pina révèle que Shadow tentait de s'échapper. Ain leur ordonne de se mettre derrière lui car Shadow pourrait encore être dangereux. Il l'interroge et lui demande pourquoi les démons veulent désespérément sa mort. Shadow refuse de dénoncer ses démons, alors Ain décide de l'anéantir. Shadow l'arrête et promet de cracher le morceau si Ain garantit qu'il s'en sort vivant. Ain accepte sa condition, mais Ursula ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ain la convainc d'accepter et Shadow révèle que les démons le ciblent parce qu'un ordre a été émis. Ain demande à savoir qui a donné l'ordre. Shadow parvient à peine à prononcer le nom avant que sa tête n'explose. Ursula révèle que leur ennemi est plus intelligent qu'ils ne le pensaient car ils ont pris des mesures de précaution pour s'assurer que des informations vitales ne tombent pas entre leurs mains. Au crépuscule, Ain rassemble les villageois et les informe qu'ils sont désormais en sécurité car Shadow est mort. Le fermier remercie Ain de les avoir sauvés et de leur avoir permis d'avancer. Les autres villageois le saluent comme un héros, mais Mai est triste parce qu'Ain les quitte. Ain promet de leur rendre visite régulièrement et Mai s'éclaire. Negan s'approche d'Ain et admet qu'il ne pourra jamais le remercier assez même s'il essayait. Il sait qu'il n'est pas en position de demander des faveurs, mais il le supplie de continuer à soutenir Reishik de toutes les manières possibles. Il souligne qu'il ne pourrait jamais résister à l'attaque constante des monstres sans son aide. Les villageois prêtent leur voix aux appels de Nigan. Ils ont déjà décidé de prendre les armes contre les monstres, mais ils seraient rassurés si Ain garantissait sa présence. L'un ne trouve plus ses mots. Un rentre chez lui et le roi l'informe qu'il veut faire de lui le dirigeant de Reishak en récompense pour avoir terminé la quête. Un proteste car la récompense dépasse largement la quête. Le roi révèle qu'il voulait initialement couronner Ain noble en guise de récompense. Mais Nigren a insisté pour que la direction de Reishik lui soit transférée. Nigren s'est rendu et jure de revenir aider Reishik une fois qu'il aura reçu la pénitence qui lui est due. Le roi décide d'honorer ses vœux et d'accorder à l'un le domaine autrefois confié à Nigun. Un n'est pas très enthousiasmé par l'idée de devenir noble, car il ne pense pas qu'il serait accepté parmi les autres nobles, puisqu'il est un roturier ordinaire. Le roi lui assure que ses exploits réchaufferont le cœur de tous ceux qui pensent qu'il n'est pas digne de ce titre. Ain souligne également son manque d'expérience dans les affaires nobles. Jasper propose de le représenter dans les affaires nobles pendant qu'il fait ce qu'il veut. Ain réfléchit toujours à la demande du roi car il ne s'attendait pas à être autant récompensé. Il veut aider Reishik autant qu'il le peut. Il n'aurait tout simplement jamais imaginé qu'il le ferait en tant que leader. Il se tourne vers le roi et accepte sa nomination. Dans le royaume des démons, des rumeurs se répandent sur la défaite de Shadow. 2 gardes du tribunal se moquent de lui parce qu'il est si faible que de simples humains l'ont abattu. Johanna fait taire l'un d'eux parce qu'il faisait du bruit dans les couloirs. L'autre gardien la reconnaît immédiatement et s'excuse de son insolence. Johanna souligne que son jouet ne bouge plus comme il est censé le faire. Alors elle a envie de faire du membre du tribunal son nouveau jouet. La quantité de fourrure que le garde perd parce qu'il a peur d'elle la rebute. Elle lui ordonne de nettoyer les dégâts causés par l'autre garde. Johanna rend visite à Echidna qui est trop occupée à traquer Ain sur sa boule de cristal pour remarquer son arrivée. Echidna admire Ain pour avoir vaincu Shadow, tout comme elle s'y attendait. Johanna s'exprime et souligne qu'Echidna est obsédée par Ain à un niveau malsain. Echidna révèle qu'Ain mérite d'être obsédé car il possède un œil spécial qui l'attire. Johanna lui rappelle qu'Ain n'est qu'un humain moyen, mais Echidna soutient qu'un humain normal ne peut pas vaincre 2 démons de haut niveau. Elle souligne que la chance d'un débutant ne peut pas se produire 2 fois, car cela en fait essentiellement une compétence. Johanna décide de tester sa théorie, alors Echidna lui confie une course. Lui demande de charger l'un de leurs sbires d'obtenir un esprit d'arbre du monde et de le lui rendre. Elle révèle qu'Ain va également visiter l'arbre du monde afin qu'elle puisse l'attendre et lui tendre une embuscade à son arrivée. L'intérêt d'Johanna est piqué par la mention de l'arbre du monde car elle a toujours voulu comprendre comment il génère du mana. Elle accepte la quête pour tuer Ain et revient avec un esprit mondial pour la recherche.
Echidna remarque un soupçon d'excès de confiance dans sa déclaration et Ioana admet qu'elle est convaincue de pouvoir accomplir la tâche car elle est un démon d'élite. Elle donne un coup de pied à son véhicule pour démarrer, mais il ne bouge pas. Elle essaye de le forcer, mais Echidna l'informe que son véhicule est mort. Ioana abandonne son véhicule et saute à travers le portail pour commencer sa quête. De retour à la capitale, Yuri demande à Hein ce qu'il aimerait pour le déjeuner, mais leur conversation est interrompue par un coup à sa porte. Alice ouvre la porte et informe Hein qu'elle a quelque chose d'important à discuter avec lui. Elle révèle qu'elle a utilisé son œil spécial pour rechercher des arbres du monde pendant son temps libre et on lui en a montré un. Hein décide de commencer immédiatement une expédition pour retrouver l'arbre et une voix étrange lui donne raison. Hein cherche la source de la voix et Kirsch apparaît sur son lit. Hein l'interroge car il ne l'a jamais rencontrée. Mais Yuri se précipite pour accueillir sa grande sœur. Yuri essaye de la serrer dans ses bras, mais l'apparition de Kirsch scintille et elle révèle qu'elle n'est pas là avec son vrai corps. Kirsch se présente officiellement à Hein comme la sœur aînée de Yuri. Hein se présente également, mais il ne comprend pas pourquoi un esprit est venu tout seul à leur rencontre. Elle révèle que les démons ciblent l'arbre du monde pendant qu'ils parlent. Ils ont donc besoin de l'aide d'Ain. Elle révèle que les esprits font de leur mieux pour tenir le coup, mais que l'ennemi est plus fort que prévu. Hein suppose que c'est l'arbre du monde de Kirsch qui est ciblé, et il lui demande l'emplacement afin qu'il puisse s'y rendre immédiatement. Alice précise que c'est l'arbre de Mei qui est attaqué. Mei est leur plus jeune sœur, et Alice a trouvé son arbre alors qu'elle utilisait son œil pour scruter le bois abyssal. Hein demande si c'est le tuteur de Mei qui protège l'arbre, et Kirsch révèle que le tuteur de Mei a péri il y a longtemps. Elle a donc accepté un travail supplémentaire en tant que tutrice. Hein est confuse car les gardiens ne devraient pas pouvoir quitter leur arbre du monde. Alice révèle que les trois sœurs aînées possèdent la capacité d'activité indépendante en tant qu'esprit de haut niveau, ce qui leur permet une certaine liberté de mouvement. Hein comprend maintenant que Kirsch protège Mei depuis tout ce temps, mais le démon qu'elle repousse est plus qu'elle ne peut gérer. Alice se demande pourquoi Kirsch ne peut pas éliminer le démon avec son mauvais œil. Kirsch révèle qu'elle ne peut pas tout faire avec son mauvais œil car elle pourrait détruire l'arbre de Mei et Reishik en garantie. Hein est à cran. Il ne s'attend pas à ce que quelqu'un d'aussi fort que Kirsch lutte contre un démon. Cela signifie que le démon doit être assez redoutable. Avec tant d'enjeux, Hein décide d'aider Kirsch et Mei à vaincre le démon. Hein s'aventure dans les bois abyssaux et sent que la forêt entière est en réalité un immense donjon. Il est enchanté par de nombreuses malédictions puissantes qui pourraient faire perdre son chemin à une personne si elles sont activées. Hein est sur le point de se perdre car tout ce qu'il voit est une mer d'arbres. Mais il combine sa capacité d'évaluation avec l'œil spécial d'Alice pour obtenir la direction de Maze Tree. Il suit les instructions, mais Yuri souligne qu'ils n'ont rencontré aucun monstre. Hein trouvait cela étrange car les villageois les avaient informés que la forêt regorgeait de monstres coriaces. Mais ils vivaient une expérience contraire. Yuri souligne que les monstres peuvent sentir la force d'Ain. Alors il refuse intelligemment de l'approcher avec insouciance. Hein décide d'accélérer les choses car il y a peu de chances de rencontrer un monstre. Il utilise la super accélération pour se déplacer plus rapidement sur le terrain. Ursula l'arrête car elle sent un monstre essayer de les attaquer. Hein s'arrête parce qu'il l'a également senti. Il regarde au-dessus de lui et voit un essaim de frelons monstres se rassemblant autour d'un démon. Le démon se présente comme Hornet, un conte de démons. Elle devenait impatiente parce que Hein la faisait attendre si longtemps. Elle ordonne à ses frelons de se battre pour elle. Mais un ours monstre émerge des bois. Hornet ne veut pas que des tiers interfèrent dans leur combat, alors elle envoie d'abord son essaim de frelons après l'ours. Les frelons pullulent autour de l'ours et l'abattent. Hornet est tellement excitée par le caractère mortel de son essaim de frelons qu'elle est convaincue qu'En n'aura aucune chance contre eux. Elle l'avertit de ne pas devenir trop arrogant car il a réussi à vaincre Falco et Shadow. Elle envoie son essaim de frelons sur l'un et il l'entoure. Un ne bouge pas et se laisse engloutir par les essaims. Hornet les rappelle mais Hein a disparu. Elle sent soudain quelque chose lui transpercer la poitrine et Hein apparaît derrière elle. Il révèle qu'il n'a plus aucune pitié pour montrer les démons. Hornet explose en un essaim et se moque de l'attaque pitoyable d'Ain. Elle révèle qu'elle est le chef de l'essaim de frelons qui les contrôle à l'aide de signaux spéciaux. Elle met Hein au défi de la localiser dans l'essaim, mais Hein révèle qu'il n'est pas obligé de la trouver car il peut facilement éliminer tous les saints. Il fait signe à Ursula et elle révèle qu'elle a les points faibles de tous les insectes dans sa ligne de mire. Hein lance des balles brûlantes qui abattent les frelons. Hornet n'arrive pas à croire ce dont elle est témoin. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas rester à proximité, car elle serait une cible sûre. Elle décide donc de se retirer. Elle fait le vœu silencieux de revenir à l'un un autre jour. Elle tombe sur un portail ouvert et remercie sa bonne étoile. Elle essaie de prendre le portail mais Johanna l'arrête. Johanna se demande si Hornet fuit un simple humain.
Hornet explique nerveusement qu'Ain était beaucoup plus forte que prévu. Elle promet de ne pas le sous-estimer la prochaine fois et de se préparer, mais Johanna ne lui permet pas de terminer son discours. Elle l'abat parce qu'elle est tellement inutile qu'elle ne mérite pas une seconde chance. Ioana est à bout de nerfs car elle ne comprend pas comment quelqu'un d'aussi faible que Hornet est devenu un conte de démons. Elle ne voit pas d'avenir radieux pour les démons si les choses continuent comme elles sont. Sa seule consolation de sa rencontre avec Hornet est qu'elle connaît désormais la localisation d'Ain. L'idée de leur combat la rend tellement excitée qu'elle a hâte de se lancer dans la mêlée. Ain apparaît derrière elle et elle détecte immédiatement sa présence. Elle se présente à lui comme un duc démoniaque et Ain peut dire qu'elle est à son niveau par rapport à Hornet. Il conclut qu'elle est le démon avec lequel Kirsch se bat. Johanna est impressionnée qu'il ait pu détecter sa véritable capacité malgré la mise en place d'un sort de linceul pour la cacher. Elle espère qu'Ain fera en sorte que le temps qu'elle a consacré à sa journée en vaille la peine. Ain est énervé que les démons ne le ciblent pas seulement, mais ciblent également les esprits. Ioana le met au défi de faire quelque chose au lieu de pleurer comme une mauvie. Ain apparaît immédiatement derrière elle et commence à entraîner son niveau avec sa magie avant qu'elle ne puisse réagir. Il s'améliore avec une force surhumaine et frappe Johanna en l'air. Il enchaîne avec un barrage de coups de poing et il la repousse au sol. Johanna se remet sur pied et rit avec enthousiasme. Elle est tellement ravie car cela fait des siècles que personne ne la fait saigner. Elle dégaine ses armes et tire des balles de précision sur Ain. Elle est certaine que les balles l'élimineront car elles ne peuvent être ni esquivées, ni bloquées, ni parées. Yin le lui renvoie facilement, ce qui provoque une surcharge du cerveau d'Ioana pendant une seconde, essayant de traiter ce dont elle vient d'être témoin. Les balles l'ont presque touchée, mais elle reprend ses esprits et tente d'esquiver. Cependant, elle est toujours frappée et elle ne comprend pas ce qui se passe. Premièrement, sa capacité selon laquelle les gens ne devraient pas pouvoir parer a été parée. Ensuite, les attaques qu'elle est censée pouvoir esquiver avec désinvolture la frappent. Johanna ne peut pas imaginer que ses capacités soient autant réduites par une seule utilisation de drain de mana. Ain aide à alléger la charge de son cerveau. Il lui coupe proprement la tête et Johanna essaie toujours de comprendre ce qui se passe. Ain est impressionné qu'elle soit toujours en vie malgré qu'on lui ait coupé la tête. Il révèle qu'il n'a pas utilisé de drain de mana une seule fois, mais qu'il l'a infusé dans le barrage de coups de poing avec lequel il l'a frappé. Elle est désormais plus basse que la plupart des monstres de la forêt. Ioana accuse Ain de tricher. Elle est certaine qu'elle aurait gagné s'il n'avait pas utilisé des techniques aussi sournoises pour l'affaiblir. Elle invoque un portail et se retire, mais elle promet de faire payer à Ain l'humiliation qu'il lui a soumise. Ain veut la poursuivre, mais Ursula l'arrête, car la sécurité de Kirsch et Mei est leur priorité absolue. Ain laisse Ioana partir, et Alice le conduit à l'arbre. Ils arrivent au cocon de l'arbre et Ain souligne que Mei et Kirsch auraient dû mieux cacher leur corps car le cocon est trop visible. Alice révèle que le cocon est enveloppé d'énergie spirituelle, le rendant invisible aux yeux ordinaires. Ain se demande comment il pourrait entrer lorsque Kirsch dissoudra les barrières et le combattra. Ain entre et un paysage magnifique l'accueille. Les sœurs semblent également apprécier le paysage avant de saluer leur sœur aînée. Ain est heureux qu'elle soit en sécurité, mais il ne voit Mei nulle part. Il demande à Kirsch où elle se trouve, et Kirsch l'informe qu'elle fait sa sieste de midi sous des arbres. Ain se dirige vers elle pour jeter un coup d'œil à la plus jeune sœur. Il recule lentement pour ne pas la réveiller, mais il marche sur une brindille et Mei se réveille d'un bond. Mei se met à pleurer et Ain panique. Il cherche quelque chose pour la calmer et il essaye de faire des grimaces pour la consoler et lui montrer qu'il n'a pas peur, mais cela a l'effet inverse. Les vannes s'ouvrent et Mei écarquille les yeux. Yuri intervient et Mei la reconnaît immédiatement comme un visage familier. Elle saute dans ses bras avec enthousiasme car elle n'a pas vu sa sœur aînée depuis si longtemps. Elle court vers Pina et Alice et les accueille également dans son arbre. Mei révèle qu'elle a commencé à leur confectionner des couronnes de fleurs lorsqu'elle a appris qu'ils arrivaient, mais elle n'a pas encore fini car elle s'est endormie à mi-chemin. Elle leur montre son travail à moitié terminé et Yuri la remercie d'avoir déployé tant d'efforts. Elle prend les fleurs et les utilise pour orner ses cheveux. Yuri félicite Mei d'être si jolie avec les fleurs dans ses cheveux. Elle propose également de l'aider à finir les autres couronnes de fleurs plus tard. Mei est heureuse que les fleurs complètent si bien ses cheveux et elle remercie Yuri pour les compliments. Ain est heureux que Yuri ait fait arrêter Mei de pleurer parce que ses tympans auraient explosé si elle avait persisté. Mei avertit Yuri de faire attention. Elle révèle que quelqu'un tirait si près de son arbre et accuse Ain d'en être l'auteur. Yuri précise qu'Ain est une bonne personne. Elle explique que c'est lui qui a chassé l'ennemi effrayant qui voulait lui faire du mal. Mei se rend compte de son erreur et s'excuse d'avoir faussement accusé Ain. Ain comprend qu'elle l'a fait parce qu'il lui faisait peur. Il s'excuse d'avoir interrompu sa sieste. Mei demande des avantages et Ain exauce son souhait.
Mei lui demande d'aller plus haut, et Ain met toute son énergie dans ses jambes et saute. Ils atteignent une telle altitude qu'Ain prend peur car il a mis trop de puissance dans son saut. Il reste un moment dans les airs avant de revenir au sol, et l'un est tendu. Il attend la réponse négative de Mei mais elle éclate de rire. Elle révèle qu'Aang est désormais inscrit sur la liste des personnes qu'elle aime, et les sœurs le félicitent. Il révèle qu'il était sur le point de provoquer une crise de colère de Mei, qui pourrait durer une semaine, mais il a réussi à s'en sortir. Mei demande à accompagner Aang et ses sœurs dans leur quête, et Aang est surpris par sa demande soudaine. Il demande son avis à Kirsch, et Kirsch lui donne le feu vert. Kirsch propose de garder l'arbre pendant qu'ils s'amusent, et Ain est surprise qu'elle ne vienne pas avec eux. Kirsch lui rappelle qu'il est de son devoir de protéger les arbres dont elle a la garde, mais Ain écarte son excuse parce qu'il ne demandait pas de description de poste. Il lui demande ce qu'elle aimerait faire parce qu'il veut respecter ses souhaits, tout comme elle respecte les souhaits de Mei. Il est certain qu'elle voudrait rejoindre ses sœurs. Il lui assure que l'arbre sera en sécurité car il érigera une barrière et laissera un clone au cas où l'arbre serait ciblé. Kirsch remercie Ain pour l'offre et elle convoque leur noyau. Elle confie à Ain leur noyau magique et elle informe ses sœurs qu'elle les accompagnera. Ain promet à Mei qu'il gardera son cœur en sécurité et elle le remercie pour l'opportunité de voyager avec ses sœurs. Yuri remercie Ain de l'avoir réuni avec davantage de ses sœurs et il est ravi. Ursula l'informe que Yuri a encore 4 sœurs avec lesquelles elle doit être réunie avant que la famille ne soit complète. Un révèle qu'il se sentait comme un perdant et qu'il a toujours détesté ce sentiment. Mais quand Yuri est entré dans sa vie avec ses sœurs, tout a changé. Son sentiment à leur égard a suscité de fortes obligations pour les protéger. Chaque fois qu'il voit les sœurs ensemble, cela lui donne de la force et il est fier de sauvegarder leur sourire chaleureux. Ain révèle qu'il veut rester quelqu'un dont les autres peuvent être fiers. Il prend soudain conscience de lui-même et se demande pourquoi il se déverse sur Ursula. Ursula est tellement impressionnée par la maturité d'Ain qu'elle devient émue. Ain le remarque mais elle joue et le réprimande pour ne pas avoir remis les noyaux spirituels. Ain le remet et Ursula l'informe que le noyau spirituel de Kirsch lui donne la capacité du mauvais œil du néant, tandis que le noyau spirituel de Mei lui donne la capacité de créer un arbre. Elle l'informe également que son œil artificiel a augmenté de niveau, lui accordant la capacité d'évaluer les auras. Kirsch explique que son mauvais œil peut effacer tout ce qui se trouve dans sa zone de vision, mais elle prévient qu'il utilise un immense pouvoir et provoque une grande pression sur les yeux. Elle lui conseille de ne pas trop l'utiliser car il est difficile à contrôler, et Ain décide de le conserver uniquement en cas d'urgence. Mei explique que son pouvoir lui permet de contrôler un arbre à volonté, et elle en fait une démonstration. Ain est impressionné par sa démonstration, et il est certain que ses capacités seront très ingénieuses. Ursula explique que la capacité d'évaluation de l'aura lui donne la possibilité d'utiliser l'aura pour augmenter ses statistiques athlétiques. Elle souligne que les démons de haut rang peuvent utiliser l'aura et attaquer avec. Elle suppose qu'Aewana ne l'a pas utilisé parce qu'elle ne pensait pas qu'Ain était suffisamment important pour cette capacité. Ursula révèle que son épée a également été imprégnée de la capacité de frappe du pouvoir maléfique. Cela lui donne la capacité de couper la magie et d'absorber l'aura d'un ennemi pour le rendre plus fort. Avec autant de capacités débloquées, Ain a désormais l'impression d'être presque à égalité avec les démons. Dans le monde des démons, les nobles se réunissent pour une table ronde convoquée par Echidna. Elle les accueille et révèle qu'elle a convoqué la réunion parce qu'ils doivent discuter de la manière d'éliminer Ain, car il constitue une menace sérieuse pour leur existence. Le lendemain, Ian déménage au manoir du seigneur à Reishish. Il informe tout le monde que le manoir est leur nouvelle base et qu'ils doivent donc commencer le nettoyage. Il fait équipe avec Alice et il se dirige vers la bibliothèque pour commencer le ménage. Il entre dans la bibliothèque et est étonné par le nombre de livres dans les maisons. Il commence à dépoussiérer les livres et Ain engage une petite conversation avec Alice. Il révèle que le fait d'être parmi les livres lui rappelle comment ils se sont rencontrés. Alice lutte contre ses sentiments car elle est seule avec Ain et c'est l'occasion idéale de les exprimer. Ain révèle qu'il sait qu'elle est amoureuse. Elle suppose qu'il est déjà au courant de ses sentiments et elle essaie de savoir quoi faire ensuite. Ain admet qu'il ressent la même chose et Alice a des papillons dans le ventre. Ain explique que les connaissances qu'il tire des livres lui ouvrent vraiment son monde et qu'il ne peut s'empêcher de tomber amoureux de chaque page. Alice n'entend pas le reste de l'explication d'Ain parce que ses sentiments sont déchaînés. Elle évoque de manière indélébile une rafale de vent qui fait voler les livres dans la bibliothèque. Ain essaie de l'arrêter mais un livre le frappe au visage. Kurohime finit de nettoyer son côté de la maison et se rend à la cuisine pour voir Pina. Pina révèle qu'elle a fini de nettoyer et que tout est impeccable. Kurohime voit clair dans son illusion et elle lui ordonne de sortir de sa cachette et de commencer à nettoyer. Pina dissipe son illusion
et supplie Kurohime de lui pardonner. Elle se précipite pour commencer son ménage avant de recevoir le traitement des chaussons. Yuri et Ursula se concentrent sur le nettoyage des bains du manoir. Yuri essaie d'accélérer le nettoyage, mais elle glisse et tombe. Ursula se précipite pour l'attraper, mais Yuri se redresse, et Ursula a le visage plein d'eau de lavage. Yuri révèle qu'Ursula n'a pas besoin de se lever et de la surveiller comme un faucon car elle est capable de nettoyer toute seule. Elle ne veut pas qu'elle soit trop surprotectrice car elle veut avoir l'opportunité de tout essayer. Elle ne pouvait pas faire des choses pareilles lorsqu'elle était coincée en tant qu'arbre du monde, alors elle veut utiliser cette opportunité au maximum. Elle révèle qu'Ain lui a donné la capacité de découvrir des parties d'elle-même dont elle ignorait l'existence. Elle a récemment découvert qu'elle est heureuse chaque fois qu'Ain est heureuse. Alors Ursula l'encourage à rendre le bain si impeccable qu'Ain sera satisfaite toute sa vie. Mei et Kirsch se dirigent vers le vestiaire pour le nettoyer. La pièce est moisie et sombre, alors Kirsch ouvre une fenêtre. Mei aperçoit un insecte rampant et elle le ramasse pour le montrer à Kirsch. Kirsch panique, mais Mei supplie Kirsch de la laisser garder l'insecte comme animal de compagnie. Kirsch refuse d'accéder à sa demande, alors elle jette l'insecte par la fenêtre et lui montre autre chose. Kirsch suppose qu'il s'agit d'un autre insecte, mais il s'avère que c'est une jolie robe. Il décide d'essayer les robes une fois le nettoyage terminé. Après avoir nettoyé la bibliothèque, Ain se dirige vers les chambres et les nettoie également. Il décide de se rendre dans d'autres parties de la maison et d'aider au nettoyage. Il croise Yuri dans le couloir et se demande pourquoi elle est toute habillée. Elle l'informe qu'ils ont décidé d'organiser une fête de bienvenue pour Mei et Kirsch après le ménage. Elle a emprunté la robe dans la loge que Kirsch et Mei nettoyaient. Elle demande à Ain d'évaluer son apparence et il admet qu'elle est absolument magnifique. Il propose de les aider à préparer la fête de bienvenue, mais elle l'informe qu'ils ont déjà tout mis en place. Elle révèle que la fête de bienvenue se double d'une fête surprise pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour eux. Elle le conduit à la salle à manger où tout le monde attend. Le cœur d'Ain manque quelques battements, mais il parvient à féliciter les robes de tout le monde. Pina lui présente un smoking pour s'habiller, mais il refuse car il n'aime pas trop se déguiser. La réponse d'Ain atténue l'enthousiasme de Yuri, alors Pina l'oblige à porter le smoking. Yuri complimente Ain pour son apparence de prince, tandis qu'Alice se détourne parce qu'Ain est si radieuse qu'il l'aveugle presque. Mei révèle qu'elle a pris grand soin de choisir sa tenue, et Ain la félicite pour son bon sens de l'esthétique. Yuri entraîne Ain au milieu de la salle à manger, et elle demande à danser, mais Ain proteste parce qu'il ne connaît aucun pas de danse. Alice se sent triste et exclue, mais Yuri l'invite également à danser. Elle veut qu'ils dansent ensemble parce que c'est plus amusant. Ain prend la main d'Alice et Yuri invite tout le monde à les rejoindre sur la piste de danse. Kurohime leur donne de la musique et Ursula les regarde de côté pendant qu'ils s'amusent à danser. Après l'occasion, Ain et Yuri se dirigent vers le balcon pour admirer le coucher de soleil. Yuri le remercie car c'est grâce à lui qu'elle a pu revoir d'autres membres de sa famille. Ain promet qu'il retrouvera ses sœurs restantes et réunira complètement la famille. Yuri attend ce jour avec impatience. Elle souligne qu'elle s'amuse tellement qu'elle aimerait qu'ils puissent toujours vivre chaque jour comme ça. Ain révèle qu'ils peuvent toujours vivre comme ça parce que chaque jour qu'ils passent avec elle et les autres est toujours plus amusant que le précédent. Il promet de faire de son mieux chaque jour pour s'assurer que chaque jour soit une journée de plaisir pour tout le monde. Yuri est tellement convaincue par sa détermination qu'elle se sent parfaitement à l'aise.